Dans un monde où cloner des dinosaures et les exposer dans un parc n'impressionnerait même plus Ross Geller, des scientifiques fous financés par un milliardaire monomaniaque n'ont rien trouvé de mieux à faire que de concevoir une créature inédite inutilement dangereuse pour attirer en masse les ados blasés de la génération Y. Plus gros, plus méchant et des quenottes à plus savoir quoi en faire, voici le portrait tout pile de notre reptile idéal. Apparemment. Alors que moi, les bébés Triceratops, je les aime bien, c'est petit, mignon et ça mange pas de pain, c'est herbivore. Comme tout le monde sans doute, une succession d'erreurs techniques et humaines mettront notre saurien avec beaucoup de dents dehors, semant ainsi la panique aux dinosaures. Heureusement, pour sauver la situation, nos visiteurs pourront compter sur le collègue d'Omar Sy, qui à mon grand regret n'est ni interprété par Fred Testo, ni par François Cluzet. Personne n'attendait quoi que ce soit de Jurassic World, raison pour laquelle on ne peut que se satisfaire du résultat. Souffrant incontestablement de la comparaison avec son grand frère de 20 ans son aîné, ce quatrième volet n'a de cesse de se justifier en permanence de son incapacité à faire revivre la magie d'antan. Alors la magie, c'est pas une science exacte, mais en général ça passe rarement par le cynisme. Et bien qu'on découvre le parc à travers les yeux innocents d'un gamin bouclé proportionnellement aussi émerveillé qu'il est inconsistant, on le parcourt également avec son frangin taciturne en pleine puberté qui préfère tripoter son smartphone et mater des nanas de manière compulsive, tendance creepy, plutôt que d'apprécier la compagnie réconfortante de ces petits triceratops trop mignons. La direction artistique est un peu criarde. En effet, la photographie archi-lumineuse met trop en avant les défauts d'incrustation des images de synthèse qui sont là, toutes crues, exposées en plein soleil. Un problème qui est résolu dès la tombée de la nuit, lors des dernières minutes du film, qui apporte enfin le cachet esthétique minimum requis. La mélodie de John Williams, reconnaissable entre mille, évocatrice de la magnificence des mastodontes d'écailles et de vinyle du premier volet, est ici diffusée aléatoirement dans les moments les moins propices. Ratage rythmique primaire ou cynisme volontaire, dans les deux cas, rien pour moi ne justifie cet abus musical des plus douteux. Merde, faut que j'aille pisser. Chris Pratt, en suédois ça se dit Chris Pratt, incarne ici une figure héroïque solide et sympa comme tout, mais qui ne dégage pas spécialement d'atouts distinctifs notables. Si sa performance de dresseur de vélociraptor apporte un gros plus à l'histoire, renouvelant de manière originale le traitement de ses prédateurs, j'ai été un peu déçu, de manière très personnelle, de devoir remballer mon rêve de voir Star-Lord chevaucher une de ses bestioles. Mais voilà, je comprends qu'on n'aurait pas été tout à fait dans le même registre. Et vivement Jurassic Park 64! Si le reste des personnages est tout à fait correct au niveau de l'écriture, on notera quand même certaines pistes abordées qui ne déboucheront nulle part, à l'image de l'appréhension du divorce des parents de nos deux protagonistes mineurs. La quête de restructuration familiale, c'est une sorte de valeur sûre qui permet de donner un sens à un personnage qui sonne creux. Vous remarquerez que c'est un thème abordé dans 100% des films catastrophes. Et même si c'est terriblement cliché, la plupart du temps ça a tout de même le mérite d'être traité de manière honnête. Mais concernant notre père de tête blonde coincé dans une boule de hamster géante, force est de constater que si vous retirez le dialogue de 2 minutes sur ce sujet sorti de nulle part, vous avez exactement le même film, juste 2 minutes plus court. Mais le véritable enjeu du film, c'est bien l'Indominus Rex, croisement génétique de plein d'autres espèces létales, destiné à relancer l'intérêt d'un public las, rapidement ennuyé par les grosses patounes de ces triceratops trop mignons. Bref, si l'intelligence surdéveloppée de cette créature la rend intensément dangereuse et menaçante, on restera un poil désappointé par son design banal et un peu trop proche de celui d'un T-Rex lambda. Alors c'est ça l'Indominus Rex? Mais il est blanc. Blanc, je dirais vert foncé plutôt. Ah non, là il est carrément blanc. Taupe à la rigueur, mais blanc. C'est pas bien compliqué, toi tu la vois bleue et noire ou tu la vois blanche et dorée la robe? Mais un très bon point pour la scène d'action finale dantesque et jouissive qui m'a tiré ma petite larme d'excitation. Un très beau combat au corps à corps entre l'ancienne et la nouvelle génération, sorte d'adaptation haute définition d'un jeu vidéo décomplexé des années 90. Putain, ça existe ce truc! Dommage pourtant que l'amorçage de ce choc des titans de dernière minute soit amené de manière si gratuite que ça s'apparente davantage à du caprice spontané qu'à une suite logique des choses. Étrangement, s'il y a bien une chose que la saga Jurassic Park nous aura appris, c'est que les personnes en surpoids ne sont vraiment pas dignes de confiance. Vincent D'Onofrio, qui m'a fait l'effet d'un cousin maléfique de Jack Black, incarne ici le connard de service au plan de méchant le plus improbable de la décennie. C'est si simpliste et abrutissant qu'on le croirait sorti du plus décérébré des nanars d'Asylum. Imaginez, des dinosaures améliorés, formés pour le combat, avec des capacités de camouflage, vision infrarouge qui pourraient traquer une cible et la détruire en un coup de griffe. Oh, wow! Pour quelle utilisation déjà? Et comment, pour quelle occasion? Pour la guerre? Et pour quelle guerre exactement? Parce que je sais pas si tu sais, mais en ce moment c'est plutôt des frappes chirurgicales. Les terroristes ils ont des otages, ils se cachent parmi les civils, donc les dinosaures ils vont bouffer les méchants mais ils vont aussi bouffer les gentils, hein.
Puis franchement, si ça marchait ce genre de conneries, je sais pas, ils auraient dressé des lions depuis longtemps pour le faire. T'y as pensé à ça? Non, je... Non, qui? Regarde-moi. Non, monsieur? Plus fort, plus fort. Non, monsieur? Et c'est bien, prends une friandise. Jurassic World est un film pour lequel on peut pas ressentir grand chose de plus que de l'indulgence. Il a tout de même le mérite d'accomplir ce que les épisodes 2 et 3 avaient complètement laissé de côté, traiter du parc. Car on éprouve tout de même une immense satisfaction à découvrir en images ce qu'avait imaginé John Hammond des années en arrière. L'humour et l'ironie sur l'aspect mercantile de la franchise est présent et ça marche. Si le film ne déçoit pas, ou en tout cas pas trop, il se contente tout de même d'exécuter le minimum. Comme s'il avait de lui-même accepté d'entrée qu'il n'était pas capable d'offrir plus que le premier. Un point de départ défaitiste qui me paraît totalement absurde, tant ça me paraît pas si impossible que ça de raconter une excellente histoire et de proposer une mise en scène originale en partant d'un principe aussi génial que celui de Jurassic Park. Reste un bon divertissement, aussi nerveux et dynamique qu'il est stéréotypé et oubliable, sorte d'excitation éphémère et volatile qui dégonfle comme un soufflé qu'on aurait cuisiné un petit peu trop à la va-vite. Coupé.